Bonjour. Bienvenue dans cette conférence sur les lymphomes 101 et l'importance de connaître son sous-type. Moi, c'est Eva Laverdure, je suis hématologue au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Ça me fait bien plaisir de vous faire cette conférence d'introduction aujourd'hui. Le plan pour ma séance, on va parler en premier de qu'est-ce que c'est un lymphome. Ensuite, on va parler de quels sont les types de lymphomes, de comment poser le diagnostic de lymphome. Et après ça, on va avoir un aperçu, sans aller dans tous les détails, de quelles sont les grandes options de traitement pour les patients atteints de lymphome ou LLC. Donc, les lymphomes. Qu'est-ce que c'est un lymphome? Un lymphome, c'est un groupe de cancer qui origine des lymphocytes. Qu'est-ce que c'est un lymphocyte? Bien, des lymphocytes, c'est des cellules du système immunitaire. C'est un type de globule blanc qui, normalement, leur rôle, c'est de nous protéger des infections et des cellules anormales. On a plein de types de lymphocytes différents. On a des lymphocytes B, des lymphocytes T et des cellules NK. Et parmi ces sous-types, il y a plein d'autres différents types de lymphocytes B, de lymphocytes T. Et c'est ce qui fait qu'il y a plein de sortes de lymphomes différents, dépendant quel type et sous-type de lymphocyte devient cancéreux. Les lymphocytes, ça origine de la moelle osseuse, qui est comme du tissu spongieux dans les os, puis ça se promène dans ce qu'on appelle le système lymphatique. Le système lymphatique, c'est, comme vous voyez sur le schéma, un réseau de ganglions qui sont comme des stations de filtration où est-ce que les lymphocytes vont être pour nous défendre des infections ou des cellules anormales, et aussi de réseaux lymphatiques partout au travers du corps. Ainsi, il y a aussi la rate, qui est comme un ganglion ou un organe du système immunitaire qui participe à notre immunité, qui se situe en dessous des côtes à gauche. Il y a aussi les amygdales et le thymus qui font partie du système lymphatique et du système immunitaire. Comment ça se développe un lymphome? Bien, comme d'autres types de cancers, c'est vraiment une anomalie qu'on dit acquise qui se développe dans une cellule. Donc, on n'est pas né avec ça, ça s'est vraiment développé au courant de la vie pour différentes raisons. Puis, ces anomalies-là dans la cellule fait qu'elle se transforme en cancer. Ça, c'est-à-dire que la cellule, au lieu de mourir, elle se met à se multiplier et à croître de façon incontrôlée. Fait que quand ça arrive dans un lymphocyte, le lymphocyte, il se met à se multiplier, il va s'accumuler. Puis souvent, ça va faire, vu que les lymphocytes se promènent dans le système lymphatique, ça va souvent faire enfler les ganglions. Mais les lymphocytes, ça circule dans le système lymphatique, le sang, la moelle osseuse. Fait que ça va arriver aussi que les lymphomes, ça fait des masses à l'extérieur du système lymphatique dans d'autres organes. C'est quoi les facteurs de risque de développer un lymphome? C'est important de comprendre que la très grande majorité des patients n'ont aucun facteur de risque ni cause spécifique pour développer un lymphome. C'est un peu la mauvaise chance ou une erreur de la nature. Notre système immunitaire, c'est quelque chose de complexe. Puis c'est fait pour muter, évoluer, pour pouvoir nous protéger de différentes infections, différentes cellules. Mais malheureusement, des fois, il y a des erreurs qui font qu'au lieu d'améliorer notre système immunitaire, bien, notre système immunitaire devient cancéreux. C'est important de savoir que même quand on parle d'anomalies dans les gènes des cellules de lymphome, ce n'est pas quelque chose d'héréditaire. On n'est pas né avec ça, puis ce n'est pas quelque chose qu'on transmet non plus à nos enfants. Puis contrairement à d'autres types de cancers, ce n'est pas associé aux habitudes de vie comme le tabac, l'alcool ou l'alimentation. Sans être la cause directe de lymphome, on sait qu'il y a certains facteurs qui peuvent augmenter un petit peu le risque de développer certains lymphomes sans en être la cause directe. Quand on regarde la population, puis les gens qui ont des lymphomes, bien, il y a un petit peu une association entre ces facteurs-là et le risque de développer différents sous-types de lymphomes. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des infections comme le virus du VIH, le BV qui est le virus de la mononucléose, l'hépatite C, une bactérie Helicobacter pylori qui est dans l'estomac qui peuvent être associés à certains lymphomes. Le fait d'avoir un système immunitaire affaibli, soit à cause de rares maladies de la naissance ou à cause de médicaments, comme par exemple si on a eu une greffe de rein, une greffe de foie, puis on a des médicaments pour diminuer notre système immunitaire, pour diminuer le rejet, bien, ça peut augmenter le risque de certains lymphomes. Il y a des maladies auto-immunes qui peuvent augmenter le risque de certains lymphomes et possiblement une exposition prolongée aux pesticides chez les agriculteurs, c'est associé à peut-être un risque augmenté de certains lymphomes. Mais il faut comprendre que la majorité des patients qui ont des lymphomes n'ont aucun facteur de risque. Et la plupart des patients qui ont ces facteurs de risque ne développeront jamais de lymphome.
Donc, c'est souvent plusieurs facteurs ensemble qui fait qu'un développe un lymphome, puis il n'y a pas une cause spécifique qu'on pourrait éviter pour prévenir ça. Les lymphomes, c'est complexe. C'est pas, quand on parle des lymphomes, ben, c'est pas une seule maladie. Ça, c'est la liste, la dernière version de l'Organisme mondial de la santé qui met à jour de façon périodique c'est quoi la classification puis les types de lymphomes. Ça, c'est une liste qui est longue. Vous voyez que des lymphomes, il y en a plusieurs lymphomes, puis il y a plusieurs sous-types de lymphomes. Et ce qui est bien, c'est que cette liste-là, elle est mise à jour de façon régulière avec les avancées dans notre compréhension des lymphomes. Puis quand on comprend mieux les lymphomes, qu'on les sépare mieux, bien ça nous donne des outils pour mieux prendre soin de nos patients parce qu'on devient meilleur à comprendre les différents types de lymphomes. Donc, vous comprendrez qu'on ne pourra pas aller dans les détails de tous ces lymphomes-là aujourd'hui, puis que chaque personne et chaque cas est unique. Comment on classifie ça de façon plus simple ou plus digeste? La première grande classification qu'on nomme souvent des lymphomes, c'est la différence entre les lymphomes de Hodgkin et les lymphomes qu'on dit non-Hodgkin. Fait que les lymphomes de Hodgkin classiques, ça a été décrit là, dans les années 1800 par un médecin qui voyait ces cellules-là que vous voyez sur l'image, la cellule qu'on appelle de Reed-Steinberg en pathologie. Ça a pris du temps avant qu'on sache c'est quoi cette cellule-là. Puis finalement, avec le temps, on a compris que cette cellule-là, c'est une lymphocyte B vraiment pas normale. C'est comme ça que la maladie de Hodgkin est devenue le lymphome de Hodgkin avec l'amélioration dans les outils diagnostiques. C'est pour ça que c'est séparé des autres, parce que c'est décrit de façon différente. Comment ça se présente, les lymphomes de Hodgkin? Souvent, ça commence dans le cou, les aisselles ou entre les deux poumons, puis ça a tendance à se propager de façon ordonnée de ganglion en ganglion. Ça peut toucher souvent les gens un petit peu plus jeunes, dans la trentaine, ou des fois des gens un petit peu plus âgés, en haut de 60-70 ans. C'est un lymphome qu'on va traiter à but de les guérir. On a des excellentes chances de guérison avec les traitements actuels en lymphome de Hodgkin classique. Ensuite, les lymphomes non hodgkiniens, par défaut, c'est comme tous les autres lymphomes qui n'ont pas la cellule de Reed-Steinberg qui ont été décrits différemment. En fait, les lymphomes non Hodgkin, ce n'est pas une maladie, c'est vraiment 60 types et sous-types de lymphomes différents qu'on va classer si c'est des lymphomes qui atteignent les lymphocytes B ou les lymphocytes T ou NK. On va les classer dépendant de quoi ça ressemble ou quand on analyse le lymphome au microscope et selon l'évolution clinique. C'est très, très variable. Donc, ça, c'est un aperçu un peu de la classification que nous, on se fait pour les lymphomes. Donc, les lymphomes, il y a le lymphome de Hodgkin, comme je vous dis, qui est séparé, qui est quand même beaucoup plus rare. 10 de tous les lymphomes, c'est des lymphomes de Hodgkin. 90 c'est des lymphomes qu'on dit non-Hodgkin. Dans les lymphomes non-Hodgkin, la majorité, 90 c'est des lymphomes qui originent des lymphocytes B. Et alors que les lymphomes qui originent des lymphocytes T ou les cellules NK, c'est beaucoup plus rare, c'est à peu près 10 Puis les lymphomes de non-Hodgkin, autant les lymphomes B que TNK peuvent être cliniquement soit agressifs ou indolents. Puis des fois, on peut avoir une suspicion dépendant de la façon dont vous vous présentez, mais pour vraiment savoir que c'est un lymphome et quel type de lymphome c'est, ça prend vraiment une biopsie pour confirmer le diagnostic et déterminer le sous-type. Donc, quand on parle de lymphome non-Hodgkin, puis qu'on parle de lymphome agressif ou indolent, qu'est-ce que ça veut dire? Fait que des lymphomes agressifs, qu'on dit des fois de haut grade, c'est des lymphomes qui, habituellement, vont évoluer rapidement sur quelques semaines ou quelques mois. Puis, habituellement, assez rapidement, les gens vont avoir des symptômes à cause des masses, des ganglions qui progressent assez rapidement. Quand on fait le diagnostic d'un lymphome agressif, on va vouloir débuter un traitement rapidement, sans délai. Puis le but du traitement, le plus souvent, c'est vraiment de guérir la maladie. Les lymphomes agressifs, c'est plus dangereux, mais on a des chances de guérir la maladie avec nos traitements et que la maladie ne revienne pas. L'exemple le plus fréquent, c'est le lymphome qu'on dit lymphome diffus à grande cellule B, qui est le lymphome non-Hodgkin agressif le plus fréquent. Comparément à ça, les lymphomes qu'on dit indolents, ou des fois on dit aussi de bas grade, c'est des lymphomes qui vont évoluer lentement, absolument sur plusieurs années. Souvent même, c'est découvert par hasard.
c'est quand on fait une prise de sang ou il y a un scan qui est fait pour une autre raison. Puis les gens, ils sentent bien, ils ont peu ou pas de symptômes, ou il y a des petites bosses, mais ça va, ça vient, puis la vie va quand même assez bien. Le traitement n'est pas toujours indiqué. Il y a des gens qui peuvent vivre avec des lymphomes indolents ou la leucémie lymphoïde chronique aussi, qui est un type de lymphome indolent, plusieurs années sans traitement. Et quand on va avoir besoin de traiter la maladie, habituellement, on est capable d'avoir des bonnes réponses. Les maladies vont bien répondre à nos traitements. Mais le but du traitement, ça va être vraiment d'endormir la maladie. C'est-à-dire, on ne parle pas de guérison la plupart du temps pour ce type de lymphome-là. On va endormir la maladie pour souvent plusieurs années, mais on s'attend qu'éventuellement, ça revienne. Euh, Puis l'exemple le plus fréquent, c'est le lymphome folliculaire. On va surveiller parce que les lymphomes indolents, tous les sous-types peuvent des fois se transformer en lymphomes agressifs. Ça, c'est quelque chose qu'on va suivre au courant de l'évolution. C'est rare, là, c'est moins de 10% des patients, mais c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Donc, comme je vous disais, les lymphomes non-Hodgkin, puis comme je vous ai montré le tableau plus tôt, il y a vraiment beaucoup de types de lymphomes non-Hodgkin, fait qu'il y a plus que 60 types, mais il y en a quelques-uns les plus fréquents. Je vous ai fait une liste des lymphomes agressifs par rapport aux lymphomes indolents. Donc, les lymphomes agressifs, comme je vous disais, le lymphome diffus à grande cellule B, c'est le lymphome agressif le plus fréquent. Puis, il y a différents sous-types de lymphomes diffus à grande cellule B. Il y a aussi le lymphome B primaire du médiastin. Il y a le lymphome de Burkitt, qui est rare, mais qui est très agressif. On a le lymphome à cellules du manteau, qui est un petit peu en entre-deux. Parce que des fois, ça se présente un petit peu plus de façon indolente, mais le plus souvent, ça se présente de façon agressive ou ça devient agressif avec le temps. Puis contrairement à d'autres lymphomes agressifs, malheureusement, ce n'est pas un lymphome qu'on est habituellement capable de guérir complètement, même si on devient de mieux en mieux pour traiter les patients atteints. La plupart des lymphomes à cellules T ou NK systémiques là, qui touchent le système au complet, ben, ils vont être plutôt agressifs. Pour les lymphomes indolents, le plus fréquent, c'est le lymphome folliculaire. Il y a aussi le lymphome de la zone marginale, qui a différents sous-types, dont le lymphome qu'on dit le lymphome Malte. Il y a la leucémie lymphoïde chronique, qui est comme une forme de lymphome indolent. Puis il y a son penchant quand il y a une atteinte plus juste des ganglions, qui est le lymphome à petits lymphocytes. Ça, c'est comme deux spectres de la même maladie. Il y a le lymphome qu'on dit lymphoplasmocytaire, qu'on appelle la maladie de Waldenstrom, qui est un lymphome indolent aussi. La majorité des lymphomes T cutanés, c'est-à-dire les lymphomes T qui touchent juste le niveau de la peau, le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle les mycoses fungoïdes, c'est un lymphome indolent. Et il faut faire attention, il y a un type de lymphome Hodgkin qu'on dit non classique, qui s'appelle nodulaire à prédominance lymphocytaire, avec les avancées justement dans les outils diagnostiques. Bien, même s'il y a le nom de lymphome d'Hodgkin, c'est plus comme un lymphome, c'est un lymphome séparé, là, il est plus comme un lymphome indolent qu'un lymphome de Hodgkin. L'épidémiologie, ben, le lymphome, c'est le 5e ou le 6e cancer le plus fréquent au Canada. Fait que les lymphomes non-Hodgkin, soit les hommes ou les femmes, c'est à peu près au 5e ou 6e rang des cancers les plus souvent diagnostiqués. Ou presque 5% de tous les cancers, c'est des lymphomes non-Hodgkin. Comme vous voyez, les lymphomes de Hodgkin, c'est plus rare, c'est moins de 1% des patients, des nouveaux diagnostics à chaque année, qui c'est vraiment un diagnostic des lymphomes d'Hodgkin. Les lymphomes de non-Hodgkin, ça peut toucher les patients de tous âges. Les lymphomes de Hodgkin aussi, mais plus souvent, comme je disais, les gens dans la trentaine, puis les gens un petit peu plus vieux, 60-70 ans, c'est ça l'incidence la plus fréquente. Puis les données au Québec, en 2022, à chaque année, il y avait plus de 2300 nouveaux diagnostics de patients avec des lymphomes non-Hodgkin et plus de 250 patients par année avec un nouveau diagnostic de lymphome d'Hodgkin. Comment ça se présente? Les lymphomes, ben, souvent, le plus souvent, c'est une augmentation de la taille des ganglions. Des bosses dans le cou, les aines, les aisselles, que des fois, vous pouvez remarquer ou qui peuvent être vus sur une image qui a été faite, un scanner qui a été fait pour une autre raison. Le plus souvent, ça va persister. Puis ça ne va pas faire mal, les ganglions, comme je disais, quand c'est du lymphome, mais ça peut faire des inconforts si ça se met à déranger des organes autour. Par exemple, si les ganglions dans les aines enflent beaucoup, bien, ça peut faire
brimer le retour veineux dans les jambes puis faire de l'enflure des jambes. Si les ganglions entre les deux poumons enflent beaucoup, bien, ça peut faire de la toux. Si les ganglions dans le ventre se mettent à beaucoup enfler, ou si ça dérange les reins, les intestins, bien, ça peut faire des douleurs abdominales. Les lymphomes agressifs, souvent, les ganglions vont grossir rapidement. Ça, les gens vont le remarquer. Alors que les lymphomes indolents, souvent, ça va grossir très lentement, ça va rester stable pendant des mois ou ça va grossir, diminuer un petit peu tout seul. Des fois, la rate, elle va enfler. Donc, la rate, c'est comme un ganglion un petit peu en dessous des côtes à gauche. Puis quand la rate enfle beaucoup, ben, ça pousse sur l'estomac. Puis là, les gens vont avoir ce qu'on appelle la satiété précoce. Ça fait qu'on mange un petit peu. Puis là, déjà, la faim coupe rapidement à cause de la rate qui bloque un peu l'estomac. Les lymphomes, comme je vous dis, ça peut faire enfler les ganglions, mais ça peut aller dans d'autres organes. Fait qu'en dehors des ganglions, puis là, les symptômes, ben, ça va dépendre où va le lymphome. Fait que si ça va au niveau de la peau, ben, ça va faire des rougeurs, ça pique. Si ça va dans les poumons, ben, ça peut faire de la toux, de l'essoufflement. Si ça touche la moelle osseuse, ben, des fois, la moelle osseuse, qui est l'usine à faire des cellules du sang, ben, elle peut ralentir. Fait que ça peut causer des fois de l'anémie, fait qu'une baisse des globules rouges. Fait qu'on on a de la misère à apporter l'oxygène partout dans le corps. Fait qu'on est plus essoufflé, moins de tolérance à l'effort. Ça peut faire baisser les plaquettes. Les plaquettes, c'est important pour la coagulation. Fait qu'on peut avoir tendance à plus saigner si une atteinte de la moelle osseuse. Les lymphomes, ça peut faire ce qu'on appelle des symptômes B. Fait que les symptômes B, c'est 3 types de symptômes que souvent on va vous questionner si vous avez ces symptômes-là. Fait que, en premier, les sueurs la nuit, vraiment là, profuses. Fait qu'on est tout trempe, il faut changer les draps ou le pyjama, puis ça persiste. Là. Une perte de poids involontaire, là, qui est significative, ou sinon une fièvre persistante qui n'est pas à cause d'une infection. On fait de la fièvre, des fois, ça peut être des signes de lymphome. Il faut comprendre que parfois aussi, les lymphomes, ça fait aucun symptôme. C'est découvert par hasard sur un scan, ou, puis les gens se sentent bien. Comment on fait le diagnostic pour un lymphome? Comme je dis, ça prend vraiment une biopsie pour analyser du tissu qui est atteint par le lymphome pour savoir que c'est un lymphome et quel type de lymphome c'est. Fait que comment on fait pour faire une biopsie? Bien, il y a comme 2 grandes options. En premier, ça peut être une chirurgie, parce qu'on peut vraiment comme enlever tout le ganglion. Ça, c'est vraiment la meilleure méthode parce que ça nous permet d'analyser complètement tout le ganglion. Ça nous donne le plus d'informations. Euh, Ça peut être utile pour, par exemple, quand c'est le cou, les aisselles ou les aines. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Des fois, c'est une anesthésie locale, simplement. Par contre, des fois, il y a des ganglions qui sont plus difficiles d'accès, mettons dans le ventre ou entre les poumons, ou est-ce que là, en chirurgie, c'est plus invasif. Fait que ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle une biopsie au trocar. Où est-ce qu'on va aller vraiment, au lieu de retirer tout le ganglion, on va aller prendre des carottes de tissu avec une grosse aiguille. Fait que ça, c'est moins invasif qu'une chirurgie. Souvent, ça se fait en radiologie. Fait que c'est un médecin qui va utiliser un scanner ou une échographie pour vraiment aller prendre le morceau au bon endroit. Puis ça nous permet quand même souvent de faire le diagnostic, mais il y a des moments où des petites carottes de tissu, ça ne donne pas assez d'informations pour faire le diagnostic. Puis la dernière chose, des fois, il y a des gens qui vont avoir une aspiration à l'aiguille. Fait que là, on prend vraiment une petite aiguille puis on aspire des cellules dans un ganglion. Ça, c'est très rapide, ça fait pas mal, c'est vraiment tout petit, mais c'est utile pour éliminer d'autres types de cancers, mais c'est important de savoir que de juste aspirer des cellules dans un ganglion, ça ne peut pas nous permettre de poser le diagnostic d'un lymphome et encore moins d'identifier le sous-type. Fait que c'est pour ça qu'à ce moment-là, on va leur faire d'autres types de biopsies. L'aspiration puis la biopsie de moelle osseuse, j'en ai parlé un petit peu. La moelle osseuse, c'est du tissu spongieux, un peu comme du sang épais, qui se trouve dans la cavité des os, surtout chez les adultes, dans l'os du bassin, ou des fois aussi dans l'os du sternum. C'est l'usine à produire toutes les cellules du sang, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Des fois, on va avoir besoin d'une aspiration puis une biopsie de moelle osseuse, soit pour avoir un diagnostic ou pour mieux savoir où est le lymphome ou la réponse au traitement, dépendant de la situation particulière. C'est un test qui se fait sous anesthésie locale par les hématologues. Donc, c'est une petite intervention. Ça prend à peu près 20 minutes. Puis, on gèle avec de la xylocaïne, un petit peu comme chez le dentiste. On va pouvoir prélever avec une aiguille le liquide dans la moelle osseuse qui va être analysé absolument par les hématologues. Puis, une petite carotte de tissu aussi qui va être analysée en pathologie pour nous donner plus d'informations, des fois sur le lymphome ou la localisation du lymphome ou le reste de la moelle osseuse. Comme je disais, le diagnostic d'une biopsie d'un ganglion ou d'un autre site atteint, c'est vraiment essentiel pour confirmer le diagnostic de lymphome puis d'identifier son sous-type. Quand on va prendre un prélèvement, bien, ça va être analysé par un médecin spécialiste en pathologie qui va évaluer différents facteurs pour poser le diagnostic.
Donc, il va analyser en premier la morphologie, c'est-à-dire l'aspect sous le microscope. Il va regarder est-ce que c'est des grosses cellules, des petites cellules, puis quel aspect, quelle disposition ça a dans le ganglion. Ensuite, ils vont faire des colorations spéciales qui s'appellent des immunophénotypes. C'est des colorations pour voir les cellules, qu'est-ce qu'ils expriment à leur surface. Puis ça va pouvoir nous aider à dire est-ce que c'est des lymphocytes, est-ce que c'est une autre cellule, si c'est des lymphocytes, est-ce que c'est lymphocyte B, T, quel type. Puis ça nous permet de poser le diagnostic comme ça. Sinon, il y a des analyses génétiques qui vont être faites, qui prennent un petit peu plus de temps, qui peuvent nous aider soit pour le diagnostic ou le pronostic, d'essayer de prédire la réponse au traitement. Quand on parle d'analyse génétique, c'est vraiment les gènes du lymphome. Ce n'est pas les gènes à vous qui viennent de vos parents, que vous pouvez donner à vos enfants, c'est vraiment les anomalies dans les cellules cancéreuses. Faire toutes ces analyses-là, les délais, c'est variable. Il y a des lymphomes qui c'est plus rapide, il y en a qui c'est plus long parce que c'est vraiment essentiel d'avoir le bon diagnostic. Puis des fois, c'est plus difficile, ça prend plus de tests, puis tous les tests, ils prennent du temps. Souvent aussi, ça va être important d'avoir un deuxième avis par un pathologiste qui est spécialisé en lymphome puis en hématologie pour être sûr qu'on a le bon diagnostic pour avoir la bonne prise en charge. Et des fois, ça arrive que malheureusement, ce n'est pas concluant. C'est qu'on on prend un petit prélèvement, puis il n'y a pas assez de tissu ou le tissu n'est pas assez de bonne qualité pour arriver à un diagnostic. Puis à ce moment-là, il faut faire une autre biopsie. Puis on comprend que c'est toujours décevant, mais c'est un petit peu les limites qu'on a. Il faut quand même savoir ce que vous avez comme problème avant d'envisager des traitements ou de prise en charge. Je vous donne un exemple de la biopsie. Il est vraiment, quand on regarde un ganglion qui est atteint par du lymphome, on ne reconnaît plus du tout un ganglion normal. Puis les noms des lymphomes, ça vient souvent de quoi ça a l'air sous le microscope. À gauche, ce qu'on voit, c'est que le ganglion il est diffusément infiltré par des grosses cellules. Ça, c'est un lymphome diffus à grande cellule B. C'est là que ça vient. L'autre ganglion à côté, vous voyez, ça a l'air vraiment différent. Ça, c'est ce qu'on appelle un lymphome folliculaire. Les petites cellules de cancer de lymphome folliculaire, ben, ils s'arrangent dans le ganglion, ce qu'on appelle des follicules. C'est comme des petits nodules. Puis c'est de ça que ça a l'air au microscope. Donc, une fois qu'on a fait le diagnostic, c'est quoi les prochaines étapes? Donc, souvent, on va vouloir faire une imagerie en radiologie pour voir où est le lymphome. Les options qu'on a, il y a le scan, tomodensitométrie, CT scan, TACO, c'est toute la même chose. Ça nous donne une image de la taille des ganglions puis des autres masses à l'extérieur des ganglions. Ce qui est plus utile et qui est souvent indiqué dans la majorité des lymphomes, c'est un test en médecine nucléaire qu'on appelle un TIP scan, qui va vraiment nous donner une idée de l'activité du lymphome, pas juste de la taille des ganglions. C'est vraiment comme colorant, on donne une molécule de sucre qui est couplée à un traceur légèrement radioactif. Puis cette molécule de sucre-là, on va la donner par les veines. Les cellules pas normales, comme de lymphome, vont manger le sucre, puis ça va pouvoir émettre une lumière qui va être captée par la caméra. C'est plus sensible pour que le CT scan parce qu'on peut voir des fois des ganglions qui ne sont pas normales, ou est-ce que le sucre est mangé plus que la normale, même avant qu'il augmente de taille. Ça peut nous donner aussi un indice sur l'agressivité de la maladie, parce que l'activité métabolique des lymphomes agressifs va être souvent plus élevée que celle des lymphomes indolents. Puis aussi, c'est très utile pour évaluer la réponse au traitement, soit en chemin ou à la fin des traitements, pour être sûr que le lymphome a bien répondu. C'est plus précis que le CT scan. Il faut comprendre que le TEP scan, ce n'est pas utile pour tous les lymphomes, mais pour beaucoup. Et aussi, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qu'on voit au TEP scan que c'est nécessairement du lymphome ou du cancer. Des fois, il y a de l'inflammation aussi qui peut capter au TEP scan. Donc, il faut quand même toujours interpréter ça avec prudence. Les autres tests possibles au diagnostic, soit on va faire des prises de sang, donc on va voir la formule sanguine pour voir l'état de moelle osseuse, la fonction des reins, du foie. Souvent, on va doser les LDH et ou la bêta-2 microglobuline, qui sont des marqueurs non spécifiques de lymphome ou de prolifération cellulaire. On va dépister pour être sûr que vous n'avez pas d'infection chronique. Puis, dépendant des traitements, on va évaluer, des fois, on va avoir besoin d'évaluer la fonction du cœur avant certains traitements de chimiothérapie. Des fois, évaluer la fonction de la moelle osseuse. Puis, des fois, dépendant des symptômes ou du lymphome, on va vouloir évaluer, être sûr qu'il n'y ait pas de lymphome qui s'est propagé au cerveau au niveau de la moelle épinière. Parce que ça, ce n'est pas des choses qui peuvent être vues facilement au TEP scan. À ce moment-là, on va peut-être pouvoir suggérer une résonance magnétique du cerveau et ce qu'on appelle une ponction lombaire pour analyser le liquide céphalorachidien. Donc, la moelle osseuse versus la moelle épinière. La moelle osseuse, j'en ai déjà parlé, c'est dans l'os du bassin, l'usine à fabriquer les cellules du sang.
La moelle épinière, parce que des fois, les gens, ils se mélangent un petit peu, puis c'est normal, là. La moelle épinière, c'est vraiment, dans le fond, un réseau nerveux qui est entre le cerveau, qui fait la transition entre le cerveau et les nerfs. C'est dans la colonne vertébrale. Fait que c'est vraiment, puis ça peut être analysé avec une petite aiguille très fine, où est-ce qu'on peut analyser le liquide qui circule autour du cerveau et de la moelle épinière pour être sûr qu'il n'y a pas de lymphome. Le stade en lymphome, ben, il y a le stade de Ann Arbor qui existe, qui dit un petit peu une idée de où est le lymphome. Fait comment qu'on décrit? Ben, le lymphome, c'est un stade 1 s'il y a juste un site qui est atteint par le lymphome. Un stade 2, c'est quand il y a deux sites atteints ou plus par le lymphome, mais du même côté que le diaphragme. Le diaphragme, c'est l'organe entre les poumons et le ventre qui nous permet de respirer, fait que ça sépare un peu le corps en deux. Le stade 3, c'est comme vous voyez sur l'image, s'il y a juste des ganglions atteints, mais d'un côté et de l'autre du diaphragme, par exemple dans le cou et dans l'aine. Puis un stade 4, c'est quand la maladie est, on dit, généralisée. Fait qu'actuellement, c'est quand il y a un ou plusieurs sites à l'extérieur des ganglions qui sont atteints. Il faut faire très attention parce que quand on parle de stade 4 en cancer, souvent on pense au cancer du poumon, cancer du sein, c'est des métastases, puis c'est pas guérissable. En lymphome, c'est très différent. Par la nature du lymphome, ça circule dans la moelle, le sang, le système lymphatique. C'est très fréquent que le lymphome, il va à différents endroits. Puis la plupart des patients ont des stades qu'on dit avancés, des stades 3 ou des stades 4. Ça n'a pas d'impact pronostic négatif comme dans d'autres types de cancers. C'est-à-dire que les lymphomes indolents, on peut les surveiller, les lymphomes agressifs, on peut tenter de les guérir quand même. Ça nous donne une image de où est le lymphome, mais ce n'est pas un impact pronostic comme dans d'autres cancers. Comment on prend en charge les lymphomes? Donc, ça va dépendre vraiment de différents facteurs. Fait que si c'est un lymphome Hodgkin ou non Hodgkin, agressif ou indolent, le type de lymphome précis, les symptômes, le stade de la maladie, ça va dépendre du patient parce que des fois, il y a plusieurs options de traitement qui se valent, puis ça va dépendre un peu de l'âge, l'état de santé, puis des préférences. Fait que ça sera vu un peu plus en détail dans les séances d'information dédiées pour chaque sous-type. Mais en gros, les lymphomes agressifs, comme je vous dis, on va vouloir débuter un traitement sans délai pour essayer de guérir la maladie. Les lymphomes indolents, en général, on va pouvoir les surveiller si les gens n'ont pas de symptômes, puis s'il n'y a pas des critères de traitement. Les critères de traitement, ça varie un petit peu dépendant de chaque type de lymphome, mais grosso modo, si les ganglions ne sont pas gros, ils ne font pas mal, la moelle osseuse va bien, les organes vont bien, les gens se sentent bien, ben, on n'a pas besoin de traiter. Puis quand on va avoir besoin de traiter, ben, le but, ça va être d'endormir la maladie, mais on s'attend qu'éventuellement, ça revienne. Puis à ce moment-là, on peut surveiller, on peut retraiter, rendormir la maladie. La plupart des gens vont avoir une espérance de vie normale quand même. Fait que, comme je disais, la surveillance active, c'est vraiment un traitement de choix pour les lymphomes indolents, incluant la leucémie lymphoïde chronique, qui n'ont pas de symptômes puis qui n'ont pas d'indication de traitement. Ça, c'est très différent de plein d'autres types de cancers. On dit, vous savez, comme un cancer, mais on va vous surveiller. Puis les avantages de la surveillance active, c'est qu'il y a des patients qui n'auront jamais besoin de traitement ou qui n'auront pas besoin de traitement avant plusieurs années. Quand ils vont avoir besoin de traitement, le traitement va être aussi efficace. Puis aucun impact négatif sur votre qualité de vie ou votre survie à retarder le traitement à plus tard. Puis, en plus, bien, ça vous permet, dans le fond, de continuer quand vous allez bien, de retarder des traitements qui ont quand même des effets secondaires potentiels. Puis peut-être quand vous allez avoir besoin de traiter dans 2 ans, dans 5 ans, on va être encore meilleur pour vous traiter et avoir des meilleures options. Mais surveillance active, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. On va vous suivre avec souvent des suivis cliniques, des prises de sang. Puis s'il y a un changement dans votre état, bien, vous contactez votre équipe traitante pour pouvoir réévaluer le tout. Puis c'est important aussi de rappeler que de surveiller les patients, il n'y a pas d'impact sur le risque de transformation en lymphome agressif non plus. Les types de traitements, rapidement, bien, la chimiothérapie, qui est un vieux traitement là, qui permet de détruire les cellules à croissance rapide. Fait que ça va détruire les cellules de cancer, mais un petit peu aussi les cellules normales à croissance rapide, comme les cheveux, la moelle osseuse, les intestins des foies. Fait qu'il y a différentes combinaisons, schémas et effets secondaires dépendant du type de lymphome. Sinon, on a ce qu'on appelle de l'immunothérapie et des traitements ciblés. Fait que c'est différents types de traitements qui permettent de combattre le cancer via l'utilisation de votre propre système immunitaire ou en ciblant une protéine précise sur les cellules cancéreuses. Puis aussi de la radiothérapie, qui est un traitement, dans le fond, où on donne des rayons à haute énergie pour détruire localement les cellules cancéreuses. Fait que souvent, les patients, les lymphomes, comme je vous dis, par la nature des lymphomes, que ça touche le sang, la moelle osseuse, le système lymphatique, souvent, les gens vont avoir besoin de traitements qu'on dit systémiques, donc la chimiothérapie, immunothérapie ou traitements ciblés, qui vont être capables d'avoir un effet partout dans le corps. Mais la radiothérapie, ça peut être utile, c'est un traitement local pour certains patients.
Puis, en général, il n'y a pas de rôle pour opérer des lymphomes pour les traiter. Ce n'est pas quelque chose qui est utile. Donc, les réduxants, c'est un des traitements, dans le fond, c'est un immunitaire ou ciblé qui est très important pour les lymphomes non Hodgkin à cellule B. C'est un traitement que donc, plusieurs d'entre vous l'ont probablement reçu. C'est ce qu'on appelle un anticorps monoclonal. C'est une protéine qui va aller cibler la protéine CD30, qui est une petite protéine sur la surface des lymphocytes B normaux, puis les cellules de lymphome non Hodgkin à cellule B. Puis de rajouter ce traitement d'immunothérapie au traitement de chimio, bien, ça améliore le taux de réponse, la durée de la réponse, puis la survie de pas mal tous les lymphomes non Hodgkin à cellule B. Des fois, ça peut être donné tout seul pour des lymphomes indolents, mais souvent, ça va être donné en association avec la chimiothérapie, comme par exemple R-CHOP ou arbendamustine, qui sont des régimes utilisés souvent en lymphome agressif puis en lymphome indolent, respectivement. La radiothérapie, comme je dis, c'est un traitement utile pour des lymphomes indolents qui sont localisés. Des fois, on peut faire de la radiothérapie puis espérer que 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, le lymphome ne revienne pas. Sinon, des fois, on va combiner en lymphome agressif, on va faire de la chimio, puis à la fin de la chimio, faire de la radiothérapie pour augmenter les chances de guérison. Puis des fois aussi, bien, on peut faire un petit peu de radiothérapie pour traiter un site qui cause des symptômes, pour le faire désenfler. La radiothérapie, ça fonctionne bien en lymphome avec des doses pas trop élevées, contrairement à d'autres types de cancers. La surveillance, après les traitements, bien, on va évaluer la réponse au traitement pendant puis à la fin des traitements. C'est sûr qu'entre chaque traitement de chimio, d'immunothérapie, souvent, ça s'échelonne sur 4 à 6 mois, dépendant des indications. Mais à chaque fois, entre chaque traitement, on va voir comment ça va. On va vous examiner, voir que les ganglions diminuent, voir comment vous tolérez les traitements. Souvent, on va faire une image en mi-chemin, puis le plus important, c'est vraiment à la fin des traitements. Ce qui est mieux, c'est vraiment faire un TEP scan pour la plupart des lymphomes pour être sûr qu'on est en rémission et que le lymphome est tout bien répondu au traitement. Ensuite, on va surveiller parce que ce n'est pas parce qu'on a une rémission qu'on est nécessairement guéri. Ça dépend, comme je dis, des lymphomes et des maladies. Puis il y a des maladies qui sont, souvent, il y a un risque de rechute. Donc, on va surveiller, ça va varier, mais souvent 3-4 visites par an. Après ça, on va pouvoir espacer pour suivre, dans le fond, les effets secondaires plus long terme et surveiller pour les risques de rechute. Puis, habituellement, on ne fait pas de scan de routine pour le suivi. Parce que ce n'est pas démontré que de faire des scans, c'est plus utile que juste de voir comment ça va puis de vous examiner. Puis, un mot finalement pour la maladie réfractaire ou qui rechute. Fait que maladie réfractaire, ça veut dire qu'on a traité le lymphome puis qu'on n'a pas atteint la réponse qu'on voulait avec les traitements. Puis une rechute, c'est qu'on avait une bonne réponse, ça avait répondu, puis que malheureusement, 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans plus tard, ben, la maladie revient. Fait que là, on va réévaluer les prises de sang, des images. Des fois, souvent, on va refaire une biopsie pour être sûr que c'est encore le même genre de lymphome qu'on doit s'attaquer. Puis, il y a plein d'options de traitement en maladie rechute ou réfractaire qui vont vraiment dépendre du type de maladie. Puis ça va dépendre, dans le fond, des facteurs propres à la maladie, au type de lymphome, puis à chaque patient. Un mot sur la greffe de cellules souches hématopoïétique autologue ou l'autogreffe. C'est un traitement pour les lymphomes en rechute, mais qui ont répondu à une chimiothérapie de rattrapage. Fait que l'autogreffe, ça permet vraiment d'administrer de fortes doses de chimiothérapie pour détruire les cellules cancéreuses qui pourraient rester malgré la chimio. Pour pouvoir se remettre de cette forte chimiothérapie-là, on vous redonne vos propres cellules souches. Ça permet de refaire la moelle osseuse qui a été détruite par la chimio. C'est un traitement qui est quand même intensif, qui n'est pas donné dans tous les centres. Ça nécessite une hospitalisation d'à peu près 1 mois. Puis c'est vraiment réservé pour les patients jeunes en bonne forme avec certains types de lymphomes qui ont rechuté, mais qui après ça ont répondu à de la chimiothérapie. C'est un petit peu les étapes pour prélever vos cellules souches. On n'a pas besoin d'aller les chercher dans la moelle osseuse directement. Là, on peut aller les chercher par le sang via une machine d'aphérèse qui permet de filtrer votre sang pour juste collecter les petites cellules souches. On va mettre vos cellules souches de côté, on va les congeler, les mettre en sécurité. On va vous donner de la forte chimiothérapie à l'hôpital, puis après ça, on va vous réinfuser vos cellules souches pour que vous puissiez, votre moelle puisse récupérer, puis qu'elle puisse, dans le fond, ne pas avoir été endommagée par la chimiothérapie. Fait que c'est vraiment la greffe de cellules souches. Aux cellules souches comme telles, ils ne traitent pas le lymphome. C'est vraiment la forte chimiothérapie qui est le traitement. Puis vous redonnez vos cellules souches et pour pouvoir récupérer. Les CAR-T, c'est une autre thérapie qui est disponible dans certains centres à Montréal, au Québec. Fait que, un traitement d'immunitaire et cellulaire. Fait qu'on va pouvoir prendre vos lymphocytes T,
qui sont les petits soldats du système immunitaire qui sont censés combattre les cellules cancéreuses. Donc, on va les collecter puis on va les modifier en laboratoire pour leur donner un petit récepteur qui permet de détecter et détruire les lymphocytes B. En ciblant une protéine spécifique, qui est le CD19, qui se retrouve sur les lymphocytes B normaux. C'est un traitement de fine pointe là, qui permet vraiment de révolutionner la prise en charge, le traitement de plein de types de lymphomes. C'est indiqué pour certains types de lymphomes en rechute ou réfractaire, soit des lymphomes à grande cellule B ou des lymphomes indolents, comme les lymphomes folliculaires ou les lymphomes à cellules du manteau. Ça nécessite quand même, c'est un traitement qui est très efficace, ça a vraiment révolutionné la pratique, mais qui est associé à des effets secondaires en lien à l'activation du système immunitaire. Donc, souvent, les patients peuvent faire de la fièvre ou des effets secondaires neurologiques qui sont transitoires, qu'on est quand même bon à gérer, mais qui nécessitent souvent une hospitalisation d'à peu près 2 semaines, puis une surveillance accrue pendant le premier mois. C'est quand même réservé pour certaines indications, puis des patients en bon état de santé, mais ça a vraiment révolutionné la pratique. Et finalement, un mot sur les essais cliniques. Dans le fond, une étude ou un essai clinique, dans le fond, ça permet de tester ou de confirmer l'efficacité et la sécurité d'une nouvelle thérapie, parfois en comparant directement à un traitement standard. C'est une étude de phase 3 où est-ce que là, on peut être au hasard mis avec les traitements standards ou le nouveau traitement, quand on pense que le nouveau traitement pourrait être meilleur que ce qu'on fait d'habitude. C'est vraiment très utile, les essais cliniques. Ça permet d'avoir accès à des traitements qui ne sont pas disponibles sinon. Et c'est sûr que si on vous propose une étude clinique, c'est parce qu'on pense qu'il y aura un bénéfice pour vous dans votre situation. Donc, lymphome 101, résumé, ben, des lymphomes, c'est des cancers qui originent des lymphocytes. On les divise en Hodgkin ou non Hodgkin, puis ensuite, s'ils sont indolents ou agressifs. Les lymphomes, ça peut toucher tout le monde de tout âge, habituellement sans cause particulière qui est identifiable. Pour savoir quel lymphome vous avez, ça prend vraiment une biopsie pour pouvoir savoir que c'est un lymphome, quel type de lymphome c'est. Ça nécessite une expertise et un peu de temps et de patience. Puis ensuite, ben, connaître le sous-type de lymphome, comme je vous dis, c'est tellement variable, c'est vraiment essentiel de comprendre le sous-type de lymphome que vous avez pour comprendre c'est quoi l'évolution attendue de la maladie. Ça va être quoi la prise en charge qu'on suggère et le pronostic long terme. Puis ensuite, ben, même pour un même type ou sous-type, ben, chaque patient est vraiment unique et chaque parcours aussi. Donc, vous pouvez trouver plus d'informations sur le site de Lymphome Canada. N'hésitez pas à poser des questions à votre équipe traitante et il va y avoir sous peu des conférences sur les différents sous-types de lymphome pour vous donner plus d'informations. Donc, merci beaucoup. Je vais prendre des questions s'il y en a. Parfait. Donc, dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous avez des questions sur les lymphomes. Donc, une des bonnes questions, est-il possible que mon lymphome se transforme et à quelle fréquence cela se produit-il? C'est une excellente question. J'en ai glissé un mot bref, mais c'est vrai que les lymphomes, en particulier les lymphomes indolents, peuvent se transformer dans le temps en lymphomes agressifs. Le risque à vie, c'est à peu près 10 des patients à peu près. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a des cellules cancéreuses qui développent des anomalies de plus, qui fait que le lymphome change. Et au lieu de rester indolent, bien là, ça se transforme en lymphome agressif. Ça, on peut le suspecter cliniquement quand l'état général se détériore, les ganglions progressent rapidement, puis ça va prendre une biopsie pour le prouver. À ce moment-là, quand on a un lymphome indolent qui se transforme en lymphome agressif, on va traiter le lymphome agressif comme un lymphome agressif avec le but vraiment de guérir le lymphome agressif, en sachant que le lymphome indolent sous-jacent, mais là, lui, pourrait revenir plus tard. Quand la leucémie lymphoïde chronique aussi peut se transformer en lymphome agressif, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Richter. Une autre question, j'ai une LLC depuis 5 ans et je n'ai pas de biopsie, est-ce normal? C'est une excellente question. Puis, c'est l'exception, là, vous faites bien de poser la question. La leucémie lymphoïde chronique, les cellules de leucémie lymphoïde chronique sont tellement typiques que, absolument, avec une prise de sang, on peut analyser vraiment tous les gènes, puis l'expression des protéines à la surface des cellules de la LLC. Fait que c'est l'exception à la règle. Avec une prise de sang, habituellement, on est capable de faire le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique. Et moi non plus, là, habituellement, je n'ai pas besoin de faire de biopsie pour mes patients atteints de LLC.
Et ensuite, question. Euh, Une question, j'ai l'info de la zone marginale. Est-ce que l'ablation de la rate sera considérée? Fait que, dans le fond, c'est une bonne question aussi. Euh, dans le fond, c'est vrai que c'est dans l'exception avant, c'était un des traitements de choix pour les lymphomes de la zone marginale. Quand il y avait une rate enflée, puis c'était la seule atteinte qu'il y a, mais des fois, enlever la rate, mais ça peut diminuer les symptômes. Puis ça peut mettre les gens en rémission quand le lymphome est seulement à cet endroit-là. Fait que c'est dans les outils thérapeutiques qu'on a. Par contre, en 2025, c'est souvent pas le premier choix parce qu'on a d'autres traitements qui peuvent bien fonctionner puis qui peuvent éviter les risques à court terme et long terme d'une chirurgie. Mais ça peut être dans nos outils thérapeutiques dans certains types bien précis. Un lymphome indolent qui se transforme en lymphome agressif devient-il curable? Fait que, une excellente question aussi. Fait que les lymphomes agressifs, quand on les traite, euh, on va pouvoir tenter de guérir le lymphome agressif. Fait que la partie agressive, on espère être capable de la guérir. Par contre, le lymphome indolent, ça, on ne serait pas surpris que 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, ça revienne, en sachant que les lymphomes indolents, ce n'est pas quelque chose qui habituellement menace la vie des gens, qu'on pourrait le traiter très bien s'il y a besoin plus tard. Euh, j'ai un diffus, quelqu'un qui a eu un lymphome différent cellule B, est-ce que ça peut revenir? Fait que c'est une bonne question aussi. Les lymphomes agressifs, on les traite. La plupart des gens vont être en rémission, puis on va surveiller pour le risque de rechute. C'est la même chose pour les lymphomes de Hodgkin. Les rechutes, le plus souvent, c'est dans la première ou la deuxième année. Fait qu'on va surveiller le plus proche à ce moment-là, puis après ça, on va espacer le suivi. Le plus souvent, il y a toujours des exceptions, mais après 5 ans, si le lymphome de Hodgkin ou le lymphome agressif n'est pas revenu, mais on dit que les gens sont probablement guéris parce que c'est des lymphomes agressifs, ça le dit. Donc, les cellules prolifèrent vite. Si on n'a pas réussi à détruire toute la maladie du premier coup, la rechute, c'est absolument dans la première année, la deuxième année. Fait absolument après 5 ans, si ce n'est pas revenu, on se dit que vous êtes probablement guéri. Une question, est-ce que je dois m'inquiéter parce qu'on est en rémission partielle? Fait que, ça dépend, c'est une excellente question. Fait que ça va dépendre vraiment du type de lymphome. Il y a des lymphomes indolents que une réponse partielle, on va vouloir soulager les symptômes, diminuer les masses. Ça va être bien suffisant, on va continuer à surveiller. Ça dépend aussi si la rémission partielle, c'est un TEP scan ou un scanner. C'est très fréquent quand on fait des scanners que les ganglions, même si ça a bien répondu, ben, les masses de lymphome ne vont pas disparaître du jour au lendemain, même si les cellules ont bien répondu. Fait qu'il peut rester ce qu'on appelle du tissu un peu fibrotique, c'est-à-dire que les ganglions sont encore un petit peu enflés. On voit encore la masse de lymphome, mais quand on fait un TEP scan, on voit que la maladie est inactive et que le lymphome a bien répondu. Donc, ça dépend vraiment là, des cas particuliers et de votre lymphome à vous, mais n'hésitez pas à poser des questions à votre équipe traitante qui connaissent vraiment bien votre dossier là, puis les cas spécifiques. Quand il y a une question, quand on parle de jeune âge, j'ai parlé de certaines thérapies plus intensives, comme l'autogreffe, les CAR-T. Euh, Est-ce que il y a des traitements qui sont plus difficiles quand on est plus âgé? Il n'y a pas nécessairement de seuil clair, tu sais, à quel âge, tu sais, il y a l'âge physiologique, c'est-à-dire qu'il y a des gens de 68 ans qui sont marathoniens, qui sont très en forme, il y en a des plus jeunes qui sont moins en forme. Donc, ça dépend des thérapies. Souvent, l'autogreffe, entre 65 ans, 70 ans, mais la balance des risques et des bénéfices change. Fait que c'est plus rare qu'on va proposer des traitements comme l'autogreffe quand on est plus âgé, juste parce qu'il faut vraiment, c'est plus difficile comme traitement, puis on va être sûr qu'il y a plus de bénéfices que de risques. Pour les CAR-T, il n'y a pas d'âge limite. Là, ça dépend vraiment de différents facteurs, puis de vraiment l'état de santé, comment vous êtes en forme, les différents types de lymphomes. Fait que, voilà. Donc, je pense que c'est tout le temps qu'on avait pour les questions.
Merci beaucoup de vos questions. Merci d'avoir été là à la présentation aujourd'hui et je vous invite fortement à aller dans les sessions qui portent sur différents sous-types de lymphome, qui vont aller plus en détail là, dans les différents types de lymphome pour vous donner plus d'informations. On va se revoir plus tard. Merci.